Hello, on est au Labo 148 pour le dernier live de notre projet de correspondance mondiale, Nouvelle cartographie. Pour clore donc la diffusion des productions sur le 5e thème intitulé Se confiner et se relier, on reçoit ce soir Marc-Alexandre Oobambé, un artiste au confluent de la poésie, du slam, de l'art de la scène, en création constante de spectacles littéraires, poétiques et musicaux. Bonsoir Alexandre, Marc-Alexandre. Ça commence bien. Bonsoir. Alors, Marc-Alexandre, toi, tu es plus connu sous le nom de Capitaine Alexandre. T'es tombé à 15 ans dans les bras de la poésie en découvrant René Char, à qui tu dois justement ce surnom, Capitaine Alexandre, mais aussi Aimé Césaire et Franck Etienne. Aujourd'hui, même si tu t'es engagé sur d'autres chemins artistiques, pourquoi la poésie reste ta signature favorite ? Parce que j'ai envie de répondre parce que la poésie, tout simplement pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle me permet, c'est-à-dire respirer, ne pas me noyer en mots troubles. Voilà, la poésie me permet ça depuis plus de 25 ans maintenant. Et donc la poésie me permet d'avancer dans la vie serein et d'essayer de garder le sens de ma révolte aussi, mais aussi celui de mes joies, celui de mes liesses claires et profondes, et le sens de la beauté, en fait, voilà, qui sauve et élève. Pour toutes ces raisons, la poésie m'accompagne, ou je l'accompagne, je ne sais pas, on s'accompagne, il y a un truc qui se passe. Ok. Pendant cette période à huis clos, tu as créé avec le collectif On a slamé sur la Lune, un projet ambitieux qui s'appelle la Manufacture des rêves, que vous définissez même comme une utopie radioactive. Dans le premier épisode intitulé Demain est annulé, tu confiais J'ai un sourire dans les yeux, fixé sur mes pensées, c'est de la poésie. Donc selon toi, que peut la poésie en temps de crise et que peut l'art pour créer du lien et du sens ? Que peut la poésie? On revient à la question d'Hölderlin, à quoi bon les poètes en temps de détresse? J'ai envie de dire que la poésie ne peut rien et c'est déjà beaucoup. Et moi, je crois à ça profondément, que la poésie permet de garder cette idée. Et ma grand-mère en parlait souvent de manière très très belle. Ma grand-mère qui était poétesse, malgré elle, qui était poétesse à son insu. Ma grand-mère disait qu'il fallait essayer de rester élégant même par mauvais temps. Et la poésie permet ça. Et quand il fait moche, comme en ce moment dans le monde, quand le monde va mal, quand le monde est asphyxiant, quand on a du mal à respirer, la poésie permet de retrouver un souffle, de donner du souffle à son souffle, de l'élan à ses élans, de rester du côté de l'humanité, osons le mot, oui, osons-le, de l'humanité, mais d'une humanité noble et belle, rester élégant même par mauvais temps. Et l'art permet ça. Certaines disciplines ou indisciplines artistiques permettent ça. Okay. Et la poésie, selon toi, le permet plus que le roman ou c'est toujours vers la poésie que tu t'orientes pour dénoncer quelque chose Alors pas seulement pour dénoncer, mais pour énoncer aussi. Mais la poésie, oui, mais après c'est que je suis amoureux de poésie et que je ne peux pas vivre sans poésie. Donc c'est juste une histoire d'amour inconditionnel, irrationnel et réciproque, j'espère qu'elle le restera longtemps. Ok. Dans tes textes, on l'a dit, tu dénonces le racisme, tu prônes le vivre ensemble. Et pourtant, le monde d'après s'est éveillé avec le meurtre de George Floyd par un policier blanc. Tu as écrit un texte en hommage paru dans la revue Africa Culture, dont on a parlé tout à l'heure dans l'émission, intitulé I Can't Breathe. Quel sentiment t'a animé quand tu as écrit ce poème ? Je n'ai pas réfléchi, je crois que j'ai été animé comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai un fils qui a 19 ans, j'ai 2 filles, cette image m'a rappelé tellement de combats et de rendez-vous manqués, de rendez-vous ratés. J'ai pensé au rêve de Martin Luther King, j'ai eu envie de créer Requiem for a Dream, j'ai pensé à tant de combats menés déjà, parce que là, effectivement, les gens se lèvent, les gens sont dans la rue pour dire non à l'injustice, dire non à la violence. Et en fait, j'ai l'impression d'un long chemin, mais qu'on recommence tout le temps, en fait. Et tu as 2 choix, c'est à un moment donné, tu te dis j'abandonne, ou alors tu regardes tes enfants et tu te dis le désespoir est un luxe que je ne peux pas me permettre. Alors j'ai écrit ce texte sans réfléchir, il fallait que j'évacue cette image, cette violence que je recevais en plein cœur, mais comme beaucoup de monde. Et souvent, quand j'ai du mal à respirer moi-même, la poésie, j'appelle la poésie au secours. Et j'ai écrit ce texte-là en réaction.
mais non seulement pour dénoncer ce qu'on voyait tous, mais pour énoncer aussi que nous étions de toutes les couleurs à avoir du mal à respirer à cause de ce geste-là. Ouais. Franchir la ligne de couleur essentielle pour moi. Et tes enfants l'ont lu? Tu leur as lu? Mon fils l'a lu, mes filles aussi d'ailleurs, parce qu'elles sont grandes maintenant et qu'elles vont elles-mêmes sur les réseaux sociaux et que de temps en temps elles viennent un peu espionner ce que fait leur papa. Et donc elles l'ont lu, oui, elles l'ont lu, mais mon fils surtout l'a lu et même en ce moment il a écrit un texte aussi en résonance, parce qu'il écrit, il fait du rap et donc on a un projet ensemble, on voudrait écrire quelque chose qui rend hommage à toutes celles et tous ceux tombés comme ça, comme cet homme noir à terre. Ton rapport à l'identité, à l'exil, au rêve de vieilleur, se retrouve notamment dans ton dernier roman, Les Lumières d'Oudja, qui paraîtra le 19 août prochain. C'est une fresque poétique, une fresque chorale où tu prêtes, toi, ta voix pour raconter l'exil et le rapatriement au Cameroun. Comment est né ce roman, si tu peux nous raconter, même si tu peux nous lire quelques lignes, et est-ce qu'il y a une part d'autofiction ? Alors je crois qu'on écrit toujours sur soi, alors c'est pas du tout une autofiction, c'est pas du tout une biographie, mais il y a des parts, forcément, mon narrateur est camerounais, et ce roman m'a ramené au Cameroun que j'ai quitté il y a 22 ans pour venir vivre en France et poursuivre le rêve de devenir écrivain. Et ce roman m'a ramené au Cameroun, il m'a ramené à Bonapriso, le quartier où j'ai grandi, il m'a ramené sous le manguier où j'ai fait mes humanités, comme mon narrateur, parce que je passais beaucoup de temps avec ma grand-mère et qui me racontait comme ça le monde à partir de cet endroit-là. Et ce roman m'a ramené à cet endroit, à ces endroits, à ces lieux traversés. Et donc, certains endroits du roman sont des endroits que je porte en moi, que je porte au cœur et avec lesquels j'ai grandi. Mais en dehors de ça, c'est un roman qui est une fiction. D'ailleurs, je dis souvent en plaisantant, dans ce roman, tout est vrai, j'ai tout inventé. Et c'est un roman qui est né d'un sourire et d'une larme d'un gamin, un jeune réfugié à Arles que j'ai rencontré et qui m'a raconté son parcours. Et à la fin de ce récit bouleversant pour moi, il m'a demandé ce que je pouvais lui dire sur l'écriture et ce qu'était pour moi écrire. Et je lui ai répondu, écrire est un métier de lumière. Et le lendemain, donc ce gamin qui devait témoigner de son parcours, puisque c'était un festival de littérature, mais qui avait comme thématique exil et migration, il est arrivé sur scène, il était beau, incroyablement beau, et il nous a dit comme ça, en fait, je n'ai pas envie de vous raconter comment je suis arrivé ici, je n'ai pas envie de vous raconter mon parcours, j'ai envie de vous raconter ce que je vais faire de ma vie. Je veux devenir écrivain. Et je veux devenir écrivain parce que hier, Alexandre m'a dit que écrire était un métier de lumière. Et dans mon pays, il y a des coupures de courant, et un métier de lumière, ça peut être pas mal. Et tout le monde a éclaté de rire et avait envie de pleurer en même temps. Et ce gamin-là a déclenché l'envie d'écrire un texte qui leur rendrait hommage à ces jeunes gens qui défient les vents, qui défient les mers, qui partent comme ça sur la route pour essayer d'avoir une vie meilleure. Et est-ce que tu pourrais nous lire avec quelques grand lignes plaisir. C'est la première fois que je lis un extrait de ce roman qui n'est pas encore paru. C'est de l'exclusif. Et rue d'Assila, quelques pas plus loin, Père Antoine accueille de nouveaux candidats au départ vers l'Eldorado ou la mort. Ils sont 7, Maliens, Camerounais, Ivoiriens, Guinéens, rescapés des camps de Tripoli. Rescapés en apparence, seulement en apparence. Le prêtre leur explique et Dédimane les conditions dans lesquelles ils vont vivre désormais. Vivre, non plus survivre. Vivre, un temps. Vivre ou réapprendre à vivre en société et communauté de femmes et d'hommes reliés par la souffrance. La souffrance du parcours et l'espoir aussi qui leur dure dans le corps. Le petit monde écoute, conseille et consigne les règles du groupe. L'humanité rencontre un, puis deux visages, Père Antoine et Iman. Conakry. Revenir à la page, écrire à la marge des mots, prendre le large du monde en quête de lumière, toujours chercher, creuser, fouiller, trouver en soi paix, silence, étincelle, émoi, tendresse, poème qui aide à transcender le doute et les affres de vivre. Nous porte secours de nos rêves, utopie fragile, nous garde fous à lier debout et tiennent nos cœurs, ailés, tambours, alliés à l'écart du cynisme du monde.
du cynisme fécond et de la violence sourde, aveugle qui gronde autour et crève l'abcès de l'absence, les tympans et les yeux des hommes et des femmes qui s'entretuent au lieu de s'entrevivre. Revenir à la page, pas à pas, à la vie, à l'amour. C'est bien de cela qu'il s'agit, pour ne pas perdre, ne jamais perdre le fil de soi. Merci, c'était très Merci. beau. Et tu as toujours ce besoin puisque tu mets toujours tout en scène, on en parlera plus tard dans la suite. Et donc c'est une nécessité pour toi, quand tu slams aussi, de jouer avec tes mains, de jouer avec les gestes. Alors, ça t'aide à... Oui, c'est le rythme, mais je crois que c'est surtout une affaire d'habitude. Quand j'étais en Haïti, des enfants m'appelaient poète tambour pour la percussion dans la manière dont je dis les textes. Alors, je dis souvent que je suis musicien. Je ne suis pas musicien, pas assez. Donc, je suis musicien, c'est déjà pas mal. Et moi, ma manière de jouer ma musique, elle est comme ça aussi, dans ma gestuelle et dans le fait que parfois, ma main vient me donner un tempo. Et effectivement, quand je déclame de la poésie, mes mains aussi déclament. Ouais, elles sont aussi à la quête de lumière. C'est ça, absolument. En 2009, tu sors ADN, Afrique, Diaspora, Négritude. Les noms de tes œuvres résonnent comme un questionnement perpétuel de ton identité. Et je voulais savoir, on voulait tous et toutes savoir même quelle thématique te pousse à l'écriture et quelles frontières tu souhaites déconstruire. Quelles frontières je souhaite déconstruire? J'ai envie de dire toutes. Moi, je suis un peu un Édouard Glissant, dont le nom, dont la philosophie, dont la pensée comme ça irradie quand on entre comme ça dans les nouvelles cartographies proposées par le Labo 148. Édouard Glissant disait que les frontières étaient faites pour être outrepassées. Et moi, je suis Édouard Glissant est un de mes professeurs d'espérance, c'est un de mes guides à penser. Et je suis assez d'accord, il faut piétiner les frontières en fait. Une frontière, c'est effectivement le lieu qui ferme, mais c'est aussi le lieu qu'on traverse. Moi qui suis de Douala, camerounais, et qui ai le bonheur, la chance de voyager aujourd'hui partout dans le monde, je suis souvent à la frontière. Mais je la passe en fait, pour entrer en relation avec d'autres. Je vais voir ailleurs si j'y suis, et souvent j'y suis. Et donc les frontières, elles sont faites pour être outrepassées. Et donc au-delà de les déconstruire, de déconstruire l'idée même de frontières, je pense qu'il faut les piétiner, il faut marcher dessus, il faut les traverser. Et comment tu t'y retrouves avec tous ces carrefours que tu croises justement? Ah, mais j'ai entendu quelque chose de très beau tout à l'heure sur le fait d'embrasser sa complexité. Et je trouve ça beau. Moi, l'identité, c'est quelque chose avec lequel, depuis très longtemps, je suis absolument, intimement, radicalement convaincu que l'identité se négocie chaque matin devant le miroir, en se demandant non pas qui on est, mais qui on a envie d'être, en fait. C'est surtout ça, l'identité. Si tu t'arrêtes sur qui tu es avec le poids des traditions, le poids de l'ancestralité, le poids de l'histoire, de la mémoire familiale, je pense que tu t'empêches de pouvoir un jour échanger avec l'autre, au sens glissantien du terme, encore une fois, et je le redis, et j'adore dire cette phrase, je peux changer en échangeant avec l'autre sans me perdre pour autant, ni me dénaturer. Et c'est ça l'identité. Aussi. Ça peut être ça, en tout cas, sinon elle est meurtrière. Mais ce n'est que mon avis et ce que je dis n'engage que moi. Et quelques personnes qui m'écoutent et qui partagent ça. Oui, ce que tu dis résonne pas mal. Tu bouscules aussi les frontières artistiques parce que tu as adapté plusieurs de tes livres à la scène, en spectacle. Tu en as même fait un opéra baroque. Est-ce que tu peux nous expliquer ce double visage de ta démarche artistique? Tes poèmes, tes vers sont jamais une fin en soi. Il y a toujours une démarche derrière. Ah, alors c'est assez ancien. Ma mère était prof de lettres, de philosophie à Douala. Et j'ai grandi avec cette maman-là qui transmettait la poésie de manière incroyable à ses élèves, mais à la maison aussi. Et elle animait un cercle de poésie à la maison, chez moi. Et j'ai toujours entendu les poèmes déclamés. Donc pour moi, la finitude d'un poème, si finitude il y a, elle est dans le partage avec un autre. C'est impossible de garder la poésie emprisonnée dans un livre. Et moi, quand je suis arrivé en France, en plus j'arrive en France, la France, c'était la capitale des lettres pour moi. C'était le pays d'Éluard, c'était le pays de Césaire, c'était le pays d'Hugo.
C'est en France que j'ai découvert qu'on pouvait lire de la poésie timidement. Je ne savais pas ça. À Douala, je voyais des gens qui n'étaient pas des comédiens, qui étaient des enseignants comme ma mère, qui étaient des chefs d'entreprise, qui étaient des gens qui étaient au chômage, mais qui étaient passionnés, amoureux de poésie, et ils déclamaient, ils chantaient Sénèque. Ils déclamaient, ils chantaient Césaire. Ils déclamaient, ils chantaient Senghor, ils chantaient Éluard. Avec une passion, ils habitaient les textes. Et quand je suis arrivé en France, moi je me disais, mais je vais là où tout ça a commencé, en fait. Et en fait, j'ai découvert qu'on pouvait lire de la poésie comme ça. Est-ce que tu trouves que ça a changé, que maintenant les déclament Oui, ça a changé, mais disons qu'il y a beaucoup de... Alors, il y a le slam qui a aussi beaucoup démocratisé le rapport à la poésie, mais il y a aussi beaucoup de poésie sonore, mais ça a toujours existé, en fait. Je pense que c'était des cercles un peu intimistes, un peu élitistes même, et je trouve que là où le slam a apporté quelque chose aussi, alors non seulement ça a désigné le rapport à la prise de parole chez beaucoup, mais ça a aussi remis la poésie au goût du jour et ça l'a inscrit dans le quotidien des gens. Il y a 15 ans, quand j'allais dans un collège pour un atelier d'écriture, dès qu'on disait aux élèves, vous allez à un atelier poétique, ils étaient là. Non, c'est pas possible. Et aujourd'hui, moi, je me sers parfois du slam comme cheval de Troie pour aller dans un collège et parler de poésie d'un classicisme infini à des élèves et qui vont trouver ça génial, en fait. Donc je pense que ça a changé, oui, ça a changé, mais c'est une histoire de génération. Le rap aussi a sa part, vous savez que rap, R-A-P, Rhythm and Poetry, rythme et poésie, le rap aussi a permis de ramener le goût des mots, parfois, dans un certain rap en tout cas, a permis de ramener le goût des mots auprès de jeunes gens pour qui la poésie était une matière à l'école uniquement et quelque chose de rébarbatif. Et aujourd'hui, C'était pas un loisir. C'était pas un loisir, mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes se rendent compte qu'on ne peut pas vivre sans poésie. Et là, en sortant du confinement, encore plus peut-être, qu'on ne peut pas vivre sans partager de mots, qu'on ne peut pas vivre sans beauté, qu'on ne peut pas vivre sans musique d'âme. Et la poésie porte ça, en fait. Je suis venu aux mots par amour. Depuis, j'écris de la poésie comme d'autres plantes des arbres. J'écris de la poésie comme d'autres tentes de l'impossible. J'écris de la poésie comme d'autres chants. On apprend à partager sa voix, ses émotions. Venu aux mots par amour. On apprend à partager à cause d'un poème de René Char et de la perte d'un être cher, comme une mère je suis. sa révolte. Venu aux mots par amour, depuis je parcours le monde, je vais par mots et par mots et je me hâte de lentement de faire modestement ma part du... Et lutter aussi contre sa timidité. Moi, j'étais un très grand timide. Je pense d'ailleurs que j'ai commencé à écrire pour ça. Et c'est le rap, moi, qui m'a permis d'avoir un micro déjà entre les mains et puis de commencer à faire des concerts quand j'avais 15 ans, 16 ans à Douala. Mais avant, je pense que j'étais très bien et j'écrivais aussi pour ça. C'était ma façon à moi de parler. Mais je parlais en silence. Ouais. Et le rap a permis de mettre une voix et de porter mes mots. Okay. Et quelques années-lumière plus tard, le slam a continué ce travail d'ouverture. Ok. Dans un entretien sur Africulture, tu disais que la poésie est toujours politique et qu'écrire, c'est prendre parti. Selon toi, est-ce que ce que tu écris doit toujours appeler au débat ? Selon moi, non, absolument pas. Je n'aurais pas cette prétention-là. Par contre, j'écris d'abord parce que je ne peux pas ne pas écrire. C'est là que ça commence, en fait, avant tout le reste. J'écris d'abord parce que j'ai des mots qui me traversent et qu'à un moment donné, il faut que ces mots sortent de moi. C'est la première chose. Ensuite, j'ai toujours essayé de faire rimer esthétique et éthique. J'ai une éthique, mais ce n'est pas une éthique de poète, c'est une éthique d'homme. Tout à l'heure, je parlais de mes enfants. Ce n'est pas le poète qui parle. Quand je vois des violences et que je m'engage, ce n'est absolument pas le poète, le slammer qui s'insurge. C'est le père. C'est le citoyen. Et on est tous citoyens. Et à ce titre-là, on a tous quelque chose à dire du monde dans lequel on vit. Juste à ce titre-là. C'est ce que je pense. Et après, il se trouve que de temps en temps, j'ai une tribune parce que je fais des scènes, j'ai une tribune parce que j'écris, j'ai une tribune. Et forcément... quand je prends la plume, je vais exprimer ce que je ressens profondément, mais d'abord en tant qu'homme, en tant que père, quand je regarde
la société dans laquelle je vis. Et mes prises de position poétiques sont aussi des prises de position politiques. C'est ma façon de voir le monde et la société dans laquelle je vis. Et puis de chanter les possibles dans ce monde aussi, d'essayer d'interpeller demain, mais pas seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que citoyen. Parce que justement, dans cet même entretien, je n'ai pas tout pris parce que c'était hyper long, mais tu disais que tu ne peux pas écrire sur un coucher de soleil, parce que toi, il faut qu'il y ait un rejet ou une adhésion à quelque chose pour que l'écriture naisse. Est-ce que c'est toujours ça, ou ça t'arrive quand même d'écrire sur des plages et des couchers de soleil? Alors, les couchers de soleil, je les regarde. J'écris pas, je les regarde, je les savoure, je pleure même parfois. J'en ai assisté à tellement de couchers de soleil. Je collectionne les couchers de soleil depuis l'âge de 16 ans. J'en ai 43, donc il y en a quand même quelques-uns que j'ai là au cœur. J'écris pas dessus. Mais je disais ça pour dire que j'étais pas capable d'écrire sur commande. C'est-à-dire, par exemple, voilà, on a un tableau, on a un paysage à décrire, par exemple, à cette époque-là. Et j'avais besoin, j'écrivais toujours en réaction à quelque chose, mais quelque chose qui pouvait être magnifique ou quelque chose d'infiniment révoltant. Mais il fallait, pour faire simple, c'est une image que j'aime beaucoup, j'écris seulement quand mon cœur est transpercé. Et je ne crois qu'en ce qui transperce mon cœur. Mais ça peut être la beauté, on parle d'un coucher de soleil, mais je ne vais pas me poser en me disant, tiens, je vais écrire sur un coucher de soleil. Je vais le vivre, et peut-être que quelques matins plus loin, il apparaîtra dans un texte que j'ai écrit et qui parle de complètement autre chose. Tu proposes aux lecteurs et aux spectateurs de dialoguer et de s'interroger sur le monde qui l'entoure. Tu vas chercher chez les autres ce qu'on a tous en commun. Dans cette démarche de transmission artistique, tu animes des ateliers d'éducation populaire depuis longtemps, comme à Roubaix, il me semble, en ce moment. Oui. Okay. Que retiens-tu de ces échanges et de ces partages, et notamment dans l'évolution de ton écriture? Ils me nourrissent. Les échanges me nourrissent. Tous les échanges me nourrissent. Mais travailler avec des jeunes a une saveur particulière. Déjà, ça permet de ne pas être trop has-been, de connaître encore les mots comme ça employés dans les collèges et lycées, et puis de faire l'intéressant avec mes enfants après, parce que je connais un peu l'argot employé aujourd'hui, donc je ne suis pas complètement déconnecté. Mais au-delà de ça, c'est surtout de réaliser à quel point on est porteur de poésie, en fait, toutes et tous. Je pense qu'on a tous un poème en nous, on porte tous un poème en nous. Alors parfois on passe complètement à côté, et parfois on bascule dedans, on tombe pour ne plus jamais se relever. Mais c'est génial quand tu animes un atelier, tu es dans une classe de 6e avec des élèves qui n'ont jamais rien écrit, et que tu as cette phrase-là, je suis un arc-en-ciel en noir et blanc. Et tu t'arrêtes et la beauté est là. Et c'est pas Aimé Césaire qui a dit ça, c'est pas Paul Éluard, c'est pas Jacques Prévert, c'est d'une gamine de 6e qui a jamais rien écrit de sa vie. Et est-ce qu'il en ressort des ouvrages de ces ateliers d'éducation populaire, ou est-ce que tu écris avec ces enfants Oui, alors ça dépend des projets. Souvent, quand c'est organisé par des établissements, il y a eu des recueils. Nous, on en a fait quelques-uns avec On a slamé sur la Lune, qui étaient des recueils de poésie qu'on avait consignés comme ça, déjà pour que les jeunes, j'allais dire les gamins, pardon, les jeunes gardent trace de ce travail fait avec eux. Donc on a eu des recueils, on a eu des films aussi, des documentaires, des courts-métrages. Ça permet de garder trace en fait pour les élèves, pour les institutions, quand c'est un centre social ou quand c'est un établissement scolaire. Et puis nous, on sourit aussi, on se dit qu'à notre dernier soir sur cette terre, quand on regardera ces vidéos, quand on lira tous ces textes-là, on se dira qu'on n'a pas vécu trop inutile quand même. Comment tu as traversé, tu en as parlé tout à l'heure, cette période confinée depuis Abidjan, puis à ton retour en France, et est-ce que la situation a affecté tes projets en cours? Alors non, la situation, les projets non, parce que les projets restent des projets. Les seules choses qui ont peut changer, c'est que je fais plusieurs choses, je fais beaucoup de spectacles aussi. Alors tout a été annulé.
et avec raison, hein, mais j'en ai pas souffert. Au contraire, moi, ce temps arrêté a été un temps retrouvé. Donc moi, c'est vraiment un bonheur pour moi. D'abord, j'étais à Abidjan pendant tout le début de la sidération en France. J'étais parti 4 jours à Abidjan, je suis resté 1 mois et demi. Et j'ai été loin, en fait, de la sidération, parce que j'ai vécu un autre confinement là-bas. Et en même temps, le confinement n'est pas quelque chose... Tous les artistes le savent, on vit confiné. Moi, quand j'écris, je me coupe, je suis en résidence d'écriture. Quand tu composes de la musique, tu t'enfermes. Tu sais ce que c'est que le confinement. Alors, c'est pas une obligation collective comme celui qu'on a vécu là, mais c'est à un moment donné, tu te fais violence. Tu as envie, tes amis t'appellent pour les apéros, les matchs de foot, et toi, tu dis non, j'ai un livre à terminer, je suis désolé, et tu t'enfermes pendant 3 mois pour écrire un livre. Quand tu fais un album, c'est pareil, le confinement, on vit confiné. Moi, je suis un grand lecteur. Lire, c'est aussi se confiner dans son livre, c'est aussi se couper du monde pour. Donc, j'ai pas peur de cette solitude-là, donc je l'ai pas mal vécu. Et en plus de ça, j'étais dans un pays où il n'y avait pas le côté anxiogène que j'ai perçu de la France ou d'autres pays européens où j'ai des amis, où j'ai de la famille. La manière dont tout ça était vécu, j'étais très loin de ça, j'étais spectateur, donc c'était très étrange d'avoir l'impression d'être dans le même monde, d'être frappé par la même tragédie et en même temps d'être dans des mondes parallèles. Oui, la vie différemment. Voilà, et donc c'était très étrange, mais moi j'ai écrit beaucoup. Donc pendant le confinement, j'ai écrit beaucoup, j'ai écrit des chroniques pour des médias, pour des journaux, et puis j'ai quelques livres là qui ont commencé à gronder en moi. Et carrément. Oui, Plusieurs. Oui, absolument. Et donc ça a plutôt été productif, mais je pense que si j'avais été en France et que j'avais été au cœur de la sidération, je n'aurais pas écrit ni traversé les choses de la même manière. La manufacture des rêves n'aurait pas pu naître? La manufacture des rêves ne serait pas née là, parce que c'est un projet qu'on avait dans nos tiroirs lunaires depuis quelques temps déjà. Et là, en fait, ce temps arrêté a vraiment été un temps retrouvé pour ce projet aussi, et puis pour d'autres choses plus personnelles, familiales. Et là, de ne pas repartir en tournée, c'est un vrai bonheur de passer du temps avec mes enfants et de ne pas être sur la route. Et tu repartiras quand en tournée? Alors j'ai mon roman qui paraît le 19 août, et puis là, déjà, c'est en train de se mettre en place. Il y a des lectures qui sont prévues au mois de septembre. Mais cet été, déjà, je vais être un peu sur la route. Je vais à Sète pour un festival de poésie, pour dire des mots à la fin du mois de juillet. Et puis au mois d'août, je crois, dans le Lot. Et après, on va parler de ce roman en musique et poésie un peu partout en France et à l'étranger aussi. Ok, super. Je pense qu'on a fait le tour. Tu t'es bien livré, donc je voulais te remercier, toi, Marc-Alexandre, d'avoir accepté notre invitation pour ce dernier live déconfiné. Merci à vous d'avoir été tous et toutes présents, même si on ne vous voit pas. Donc ton dernier ouvrage, tu viens de le dire, Les Lumières d'Oudja, paraîtra aux éditions Calmant Lévy en août prochain. Et toutes tes œuvres sont à retrouver sur ton site internet Capitaine Alexandre. On te laisse maintenant le micro pour conclure l'émission sur une note poétique. Merci beaucoup. Merci. De rien. La poésie comme une prière à l'aube, un salut au soleil de l'âme, un vœu sur une feuille au vent, un SOS, une bouteille à l'amour, un geste du cœur qui bat, chamade, charade, rêve et révolte, un chemin de croix et de foi, une voix qui ouvre en soi la voix inaliénable, ingouvernable de l'enfant qui court sur la mer et parle encore aux étoiles les soirs de pleine lune. La poésie comme une prière à l'aube. Trimballé d'utopie en utopie,
Noyé dans mes apories, j'ai fini par m'expulser de moi-même pour vivre debout, ne pas mourir, arc-bouté, dérouté de ne pas avoir osé. Depuis, la sève de mes rêves illumine mon voyage et me revient à l'esprit obsédante cette doctrine de vie, mélodie bleue que je vous offre en refrain. Écrire juste, juste écrire, écrire juste, juste écrire, écrire juste, juste écrire, écrire juste, juste écrire comme d'autres plantent des arbres, comme d'autres tentent l'impossible, comme d'autres chantent les possibles, comme d'autres vivent, afin que l'humain rallume enfin la lumière de ce siècle obscur. J'écris de la poésie, j'écris de la poésie, j'écris de la poésie comme une prière à l'aube, j'écris de la poésie comme un vœu, une feuille au vent, j'écris de la poésie, j'écris de la poésie parce que je n'ai rien d'autre dans la vie que d'être vivant, j'écris de la poésie pour ne pas vivre inutile, j'écris de la poésie. De la poésie. J'écris de la poésie comme une prière à l'aube. Poète tambour, j'abrite la résonance du monde. Ma plume transporte l'écho humain, les mots de l'âme, les mots de l'homme, l'écume des jours, l'éclat des nuits derrière l'écran, accro à cran, j'écris avec le cœur, écrin d'amour toujours. Merci. Merci beaucoup.